Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 14 septembre 2024. Vous savez qu'on a vécu une semaine qui était principalement axée sur l'inflation et sur, bien évidemment, l'attente de la décision de la Fed. Alors, vous avez de la chance ce matin parce que j'ai encore de la voix, ça fonctionne toujours. Ça ne veut pas s'éteindre complètement, donc je suis un peu obligé de continuer à parler pour l'instant. Je ne suis pas encore complètement aphone, donc ça fonctionne toujours. Donc on va faire notre point hebdomadaire sur les marchés financiers. Comme d'habitude, ce qui s'est passé, les thèmes principaux de la semaine, et on commence tout de suite avec ça d'ailleurs. Donc l'attente de la Fed, je vous en ai parlé toute la semaine durant les Morning Bull Live, on attend, la grande question c'était en fonction des chiffres de l'inflation, en fonction des chiffres du CPI et du PPI et de toutes les données qu'on nous a données durant la semaine, comment est-ce que la Fed allait se comporter la semaine prochaine. Je rappelle que la Fed se réunira à partir de mardi et que mercredi soir, elle annoncera sa décision qui devrait être a priori selon les sondages, les derniers sondages qu'on a. Cela devrait donc être une baisse de 0,25%. Durant toute la semaine, on s'est posé pas mal de questions afin de savoir si potentiellement, éventuellement, il pourrait baisser les taux de 0,5%. Alors je vous ai fait tout un pataquès sur la semaine, puisqu'il y a 2 semaines avant, c'était l'inverse. S'il baissait de 0,5, c'était une mauvaise nouvelle. Si c'était maintenant, ça aurait été une bonne nouvelle. Enfin bref, l'un dans l'autre, difficile de comprendre les interprétations des uns et des autres, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, compte tenu des chiffres de l'inflation, tout le monde est d'accord pour dire qu'a priori, la Fed ne devrait rien faire d'autre que baisser les taux de 25 points de base et rester comme ça lors des prochains meetings. Ce qui veut dire que normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait se retrouver avec une baisse de 1% sur les taux directeurs américains. Et bien évidemment, chaque chiffre économique qui sortira ces prochains temps sera utilisé pour essayer de donner une nouvelle direction, voir si tout d'un coup, il faudrait accélérer parce que l'économie ralentirait beaucoup trop. Mais encore une fois, il faut bien se souvenir que la plupart des gens qui savent, les gens de la Banque centrale, les gens du gouvernement américain, sont tous là pour nous dire que l'économie, elle va trop bien, que l'emploi, il est trop fort, et donc il n'y a absolument pas de raison de paniquer au niveau de l'économie, donc pas de raison non plus d'accélérer cette baisse de taux non plus, puisque l'économie est aussi forte, ce qui serait un peu ridicule. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine sur les chiffres de l'inflation, certains ont dit à l'intérieur des chiffres, parce que vous savez que sur le PPI comme sur le CPI, il y a 4 chiffres qui sortent. Et le core CPI et le CPI, les deux en glissement annuel, donc sur les 12 derniers mois, et le CPI et le core PPI, mais en version mensuelle. Et si vous regardez ces versions mensuelles, on a vu qu'il y avait un léger redémarrage sur le mois au niveau de certaines de ces inflations, surtout au niveau du corps. Et puis à l'intérieur, il y a aussi un chiffre qui s'appelle le supercore. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on en avait parlé il y a quelques mois en arrière. Et ce supercore, lui, il ne faiblit pas, il est toujours extrêmement strong. Et donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut peut-être garder en tête. Globalement, pour l'instant, le marché s'en fout complètement. Mais la réalité veut aussi dire que certains prix sont quand même en constante augmentation. D'accord, pas de 10% par année, mais que ça monte quand même en permanence. Et de nouveau, il y a un problème de difficulté de se fournir en nourriture. Ça pose des problèmes. On a souvent abordé le sujet ici dans ces vidéos pour le fait de dire que oui, l'inflation a ralenti, mais la hausse de prix qu'on a pris depuis 3 ans et demi, 4 ans, c'est quand même un gros problème et il y a des gens qui ne peuvent plus assumer ça et c'est peut-être le début d'une faille dans le système. Enfin bref, ça c'est une histoire qu'on abordera plus tard. Néanmoins, il y a un courant qui revient en ce moment dans les marchés qui dit oui, mais attention, l'inflation n'est pas complètement morte et une baisse trop rapide des taux d'intérêt ou trop généreuse pour essayer de booster l'économie pourrait au contraire redémarrer l'inflation de manière comme une espèce de feu qui est sous terre et qui tout d'un coup, boum, redémarre à moindre appel d'air. Donc méfiance quand même de ce côté-là parce qu'on a senti quelques doutes sur les chiffres de l'inflation, même si globalement c'était en dessous des attentes. On a vu le CPI était attendu à 2,6 contre 2,9 le mois dernier, c'est sorti à 2,5. Donc il y avait de quoi être content, mais n'oublions pas qu'à l'intérieur, il y a quand même 2-3 choses qui ont l'air peut-être de coincer aux entournures, donc affaire à suivre. On en reparlera, bien sûr que je vais suivre le sujet attentivement et je ne manquerai pas de vous informer le cas échéant. La deuxième chose, la BCE. Donc la BCE a fait exactement ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire baisser les taux, 0,25% à la baisse, comme c'était prévu. Pas de surprise et pas d'indication pour l'avenir. Donc pour l'instant, on va à tâtons. Ils nous l'ont répété, la Banque Centrale Européenne nous l'a répété,
comme la Fed va certainement nous le répéter mercredi prochain. Pour l'instant, ils agissent maintenant avec les informations qu'ils ont maintenant, mais en fonction des informations qui vont venir, les mois qui vont venir, eh bien, ils prendront la décision au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment de l'instant présent, on va dire. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de plan de marche à long terme. C'est vraiment de l'instant présent. Et d'ailleurs, ça se ressent assez fortement sur les marchés, puisque autant la semaine précédente, ça a été hyper violent à la baisse et on aurait pu s'attendre à une continuité de la correction. Il y avait tous les arguments qui étaient là pour la justifier. Autant la semaine dernière était impressionnante en termes de force relative, puisqu'il semblerait que ces marchés ne veulent tout simplement plus baisser. Donc, si vous regardez, on verra tout à l'heure les performances, mais si vous regardez le tableau des performances de la semaine, eh ben, vous verrez autant la semaine précédente, tout était dans le rouge, et là, tout est dans le vert quasiment. Donc, c'est assez impressionnant, cette capacité de changer d'orientation, alors que fondamentalement, ni au niveau macro, ni au niveau micro, ni à aucun niveau d'ailleurs, il n'y a rien qu'à changer. Bref, on est un petit peu hésitant, on vit au jour le jour, mais un peu comme les banques centrales. Et puis, pour clore le chapitre Banque centrale, donc maintenant vous le savez que mercredi, il y aura la Fed qui va annoncer sa décision sur les taux. Donc vous pouvez commencer à compter les jours. On est samedi, il reste dimanche, lundi, mardi, mercredi. On peut faire un compte à rebours si on veut. Mais il ne faudra pas oublier non plus que jeudi prochain, il y aura également une autre banque centrale qui va parler et qui va annoncer sa décision sur les taux. C'est les Anglais. Et les Anglais qui, eux aussi, pourraient probablement baisser les taux encore une fois. Donc ça va aussi dans cette direction de soutien à l'économie et du fait que l'inflation semble effectivement sous contrôle. Mais de nouveau, une fois qu'ils auront tous baissé les taux, on verra comment l'inflation va effectivement se comporter dans les semaines et les mois à venir et ça sera très intéressant. Donc le reste de l'année sera bien évidemment hyper intéressant. Sans oublier bien sûr que dans les semaines qui viennent, eh bien, on a l'élection américaine, puisque je crois que c'est le 5 novembre, on saura qui est le nouveau président américain. Alors en attendant, on va suivre l'élection d'un œil, mais comme j'avais fait une conférence avec Swissquote la semaine dernière, en faisant le bilan total de tout ça, eh bien, on se rend compte que l'un dans l'autre, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer. Ce qu'il faut surtout retenir sur l'élection américaine, c'est que historiquement parlant et statistiquement parlant, peu importe qui est élu, sur la durée des 4 ans, en moyenne, ça monte. Et les décisions de l'un ou de l'autre, l'un dans l'autre, font monter les marchés. Alors c'est vrai, il y a des petites différences en termes de sectorialisation. Évidemment que Kamala Harris va favoriser tout ce qui est green et que M. Trump sera plutôt sur les énergies fossiles. Évidemment qu'il y a certains secteurs qui se comporteront mieux avec l'un qu'avec l'autre, mais l'un dans l'autre, si on regarde le comportement historique des marchés lors des mandats républicains ou démocrates, le résultat, c'est plus ou moins kiff-kiff. Il y a quand même jamais eu, en fait, d'après ce que j'ai vu au niveau des statistiques, un président qui finalement a eu un mandat négatif ces dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu des corrections, mais ça revient très rapidement. Je crois que George Bush, fils, a un peu souffert à la toute fin de son mandat parce qu'on a eu la crise des subprimes, mais autrement, l'un dans l'autre, le marché fait que de monter. Obama a une performance stratosphérique parce qu'il a juste repris le poste de président au moment du creux de la crise des subprimes, début 2009. Donc effectivement, sa performance est assez impressionnante, mais ce n'est pas uniquement dû à son travail. Mais ce qu'il faut encore comprendre et retenir dans ces élections qui sont en train de se dérouler, c'est que l'un dans l'autre, à la fin, c'est plutôt la même chose. C'est ce que je dis toujours, c'est la peste ou le choléra. Donc il ne devrait pas y avoir non plus de grosses surprises sur le long terme, même si le marché pourrait être secoué à très court terme. Mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que même si la volatilité pourrait augmenter à cause des élections, ce sera tout simplement un non-event. Autrement, cette semaine, on peut aussi parler brièvement des matières premières, puisque l'or a battu un nouveau record historique d'altitude. Il est en train de casser à peu près tout ce qu'il y a à casser à la hausse. On a envie de dire que c'est presque logique que l'or continue à monter en direction des 3000. De toute manière, on a un tel besoin de réassurance ou de valeur refuge que l'or continue de faire son boulot. Donc techniquement, on a l'impression qu'il peut aller plus haut et rationnellement, il y a toujours beaucoup d'intérêt. Et puis pour avoir parlé avec pas mal de gens ces derniers temps, j'entends quand même beaucoup d'intérêt sur le sujet. Les banques centrales sont très acheteuses, les Chinois sont très acheteurs. Donc a priori, je pense que les 3000, on les verra juste par principe. C'est un petit peu comme le S&P 500. Quand vous arrivez proche des milliers, comme par hasard, le marché il continue de monter juste parce qu'il faut aller taper ces niveaux historiques. Et d'ailleurs, le challenge dans lequel on est aujourd'hui, c'est est-ce que le S&P 500 peut aller chercher ses plus hauts historiques pour aller chercher finalement ces 6000 points
avant la fin de l'année, eh bien l'or ira certainement chercher ces 3000. Vous avez vu le pétrole qui s'est fait secouer un peu dans tous les sens. Il s'est repris en fin de semaine parce qu'il y a une mauvaise météo dans le golfe du Mexique, donc ça a aidé un petit peu plus les Saoudiens qui ont quand même décidé de maintenir leur production relativement basse. Résultat, ça redonne un peu de peps au baril, mais la cassure est faite. Et comme je le disais dans un Morning Bull Live, je crois que c'était celui d'hier, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes pensent que la faiblesse du pétrole aide aussi à éviter une récession éventuelle, parce qu'effectivement, si on a un baril qui a plus tendance à aller chercher les 60 $ que les 110, eh bien, pour plein de raisons qu'on peut largement comprendre, eh bien, ce sera plus facile pour les gens au niveau de la consommation. Donc, on peut aussi dire, pour ceux qui sont avides de théorie du complot, que les Américains font exprès de forer massivement et de mettre beaucoup de pétrole sur le baril pour le maintenir bas, afin que finalement il ne plonge pas en récession plus vite que prévu, ou pour quelque part espérer éviter la récession. Il y a aussi un métal dont on parle peu mais qu'il faut regarder parce que c'est un indicateur économique assez intéressant, c'est le cuivre. Alors le cuivre, on en parle pas mal cette semaine, il y a pas mal de commentaires, surtout du côté de chez Goldman Sachs entre autres. Le cuivre se reprend un petit peu en fin de semaine, mais ce qu'il faut surtout retenir au niveau du cuivre, c'est que c'est un vrai indicateur économique. Quand le cuivre cartonne, c'est que l'économie cartonne, et quand le cuivre ne va pas, c'est que l'économie ne va pas. Et ben pour l'instant, on a des signes comme quoi c'est un peu plus compliqué, même s'il se reprend en fin de semaine. Mais selon certaines études, d'ici 2 ans, il y aura une telle demande de cuivre pour toutes les raisons technologiques qu'on peut imaginer, qu'on aura un shortage massif, ce qui devrait emmener le cuivre beaucoup plus haut. Ce qui serait assez logique parce que même si on a un ralentissement économique maintenant qu'on ressent, on sait très bien que ce n'est pas des ralentissements économiques qui durent 5 ans. On connaît les Américains, quand il y a un ralentissement économique, ça dure un temps, mais c'est très court ce laps de temps, mis à part la Grande Dépression dans les années 30, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Ralentissement économique, le temps de se remettre d'aplomb, et les États-Unis ont cette capacité de se reprendre très très vite. Donc effectivement, si on a une vision un petit peu plus long terme, le cuivre devrait offrir de bonnes perspectives dans les années à venir. Mais attention, je parle d'années à venir. Et aujourd'hui, quand on parle de tout ça, les gens ont une vision à 3 semaines. Encore, je suis gentil, c'est à ceux qui font du long terme, hein. Aujourd'hui, on a une vision à 3 jours. Donc le cuivre à 3 jours, plus difficile. Mais sur le moyen long terme, eh bien, il y a quand même pas mal de commentaires qui laisseraient supposer, et même une certaine logique, qui laisserait supposer que le cuivre peut monter beaucoup plus haut ces prochains temps. Mais ces prochains temps en termes d'années, on est d'accord. Au niveau des performances de la semaine, je vous le disais, hein, tout est dans le vert. Bon, la Chine et Hong Kong, c'est un peu particulier parce qu'on sait tous très bien que c'est une situation particulière puisque la Chine a sorti encore des chiffres économiques cette semaine qui montrent que c'est pas facile et que ça continue de souffrir énormément du côté de la Chine et que ça ne suit pas encore et que le recovery n'est pas là. Beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de chiffres économiques faiblards, donc ça continue à peser sur la Chine, même si les variations baissières sont pas monstrueuses, on a l'impression qu'on est juste dans une immense phase de consolidation sur la Chine et que tout le monde attend juste le réveil du géant de ce côté-là, mais en attendant c'est un petit peu Waterloo morne pleine. Pour le reste, le Nikkei termine en hausse de 0,49% avec une inflation qui semblait se calmer un petit peu cette semaine, donc qui repousse la crainte d'une hausse des taux au Japon, donc qui repousse aussi ces craintes de carry trade, même si les taux américains vont eux quand même baisser. L'Italie qui termine en hausse de 0,83%, le SMI qui se reprend en toute fin de semaine pour terminer en hausse de 1,09, qui a beaucoup ramé avec ce niveau des 12 000 durant la semaine, on va le voir. Le CAC 40 qui reprend 1,54%, et puis alors l'Allemagne 2,17% de hausse, merci la baisse des taux. Parce que quand on regarde les nouvelles économiques de l'Allemagne, imaginez que le DAX puisse prendre 2,17% la semaine dernière avec ce qui se passe dans le secteur automobile, c'est juste purement hallucinant. Du côté de l'Allemagne, le pétrole qui reprend 2,32%, le Dow Jones plus 2,6%, l'or plus 3,23% comme je vous le disais, et puis autrement le S&P 500 plus 4% cette semaine, Nasdaq plus 6%, et Philadelphia Semiconductor Index plus 10% de hausse sur le SOX de nouveau, c'est complètement ahurissant. Je me souviens pas exactement du chiffre la semaine dernière, mais je crois que c'était moins 12 ou moins 15%. Donc ouais, on a quasiment récupéré une grosse partie de la baisse de l'autre jour. On le verra sur les graphiques après, c'est pas tout à fait gagné
encore en termes de tendance, hein, parce qu'on est encore sous des tendances qu'il va falloir casser ces prochains jours. Et puis le Bitcoin qui reprend 11%, qui est en folie et qui frise de nouveau les 60 000 $. Celui-ci, quand on pense que c'est foutu, eh bien c'est là où il commence à redémarrer. Le SMI, les composants du SMI, vous voyez que le luxe s'est bien repris, parce qu'à un moment donné c'était très compliqué du côté du luxe durant la semaine, encore à cause de la Chine. Néanmoins, Richemont termine en hausse de 0,6%. ABB qui repart à la hausse avec la techno, plus 4,14%. On a Holcim, Logitech qui sont en hausse également. Zurich Assurance qui nous fait une belle semaine avec 4% de hausse. Swiss Life qui reprend 0,6%. Novartis qui est en baisse de 0,45%. Nestlé qui ne fait quasiment rien. Et Roche qui perd 3,14%. Donc c'est assez spectaculaire quand même de voir que le SMI parvient à terminer en hausse avec Roche qui perd 3,14%. Je vais y revenir dans les vedettes de la semaine parce qu'il y a beaucoup à parler sur Roche. Swisscom plus 0,55%, Geberit plus 4%, Sika plus 3%, Partners Group 9,39% de hausse, on va en reparler aussi également tout à l'heure. Enfin voilà, c'est une relativement bonne semaine qui permet à l'indice de regagner un petit peu, malgré que finalement les gros, qui sont les drivers de cet indice, continuent de peser extrêmement lourdement sur le marché suisse pour l'instant. Le SMI s'envolera le jour où Novartis et Roche seront de nouveau des vedettes, mais quand vous lisez un peu les commentaires des analystes, on n'attend franchement pas des trucs extraordinaires sur Nestlé ou sur Roche ces prochains temps, en tous les cas. De là à dire qu'ils ont raison, ça reste à prouver, mais enfin voilà, pour l'instant on sent que le SMI est très lourd à la manœuvre, et effectivement, sans ces trois-là, ce sera difficile de voir exploser le SMI ces prochains temps. Alors voilà, puisque l'on parle du SMI, on parle de graphique. Regardez le graphique du SMI, je vais vous le remettre en bar chart, c'est beaucoup plus clair, en candle, pardon, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, bam, c'est un... Voilà, le SMI, donc vous voyez que le SMI, eh bien, il est dans son range, hein. C'est difficile, il ne va pas toujours chercher les hauts du range. On a vu l'autre jour qu'il n'a pas vraiment buté sur les 12 600, il s'arrêtait avant. Et là, il n'a pas vraiment buté sur les 11 800, il s'est aussi arrêté avant. Mais toute la semaine, finalement, on a oscillé toute la semaine en dessous des 12 000 pour finalement réussir à terminer en dessus des 12 000. Pas de beaucoup, mais en dessus des 12 000 quand même sur le SMI. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce range-là. Donc perso, difficile à dire où on va aller la semaine prochaine. Bien évidemment, il y a tellement d'aspects macro qui sont importants pour faudra trouver la direction. Puis de nouveau, le SMI n'ira pas tout seul dans une direction. Donc si les Américains continuent leur ascension, on peut repartir de nouveau en direction de notre prochaine résistance. Là, c'est les 12 570, je crois, 569. Et puis après, on pourra en discuter. Mais pour l'instant, jouer le range sur le SMI, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Si vous voulez vraiment faire que de l'indiciel, eh bien, je pense qu'il faut essayer d'acheter bas et revendre haut. C'est un peu la théorie de base. Mais cette tendance haussière, elle est vraiment bien établie. Et il n'y a pas de raison d'aller autrement pour le moment. Donc restez là-dedans. Et puis si on sort de ces bornes-là, on aura le temps d'en rediscuter, bien sûr. Le S&P 500, alors le S&P 500, ce truc-là aussi, hein, c'est assez impressionnant. On avait, la semaine passée, je vous parlais de ce fameux double top que j'espérais voir se déclencher. Le double top, vu qu'il venait de là, la logique technique était de penser qu'il allait faire comme ça et qu'il allait revenir sur les 5100. On s'est arrêté au milieu de nulle part puisque finalement on avait cette espèce de bricolage de support ici et qui a refait effet à 5400 et on est reparti. On ne parvient pas à terminer la semaine au plus haut historique, hein, puisqu'on est encore à, je sais pas, une cinquantaine de points des records sur le S&P 500. Ça, ce sera le challenge de la semaine prochaine, casser cette résistance et terminer quelque part dans cette zone pour se dire, voilà, ça c'est fait. Comme ça, on pourra oublier ces figures un peu douteuses et ces figures un peu volatiles du mois de l'été finalement et repartir dans une tendance haussière qui s'établit un peu comme ça. Voilà, vous voyez qu'on a notre tendance qui est en train de se créer avec un nouveau support dans la zone des 5400 qui permet d'avoir pas mal de force. On a recassé la moyenne mobile des 50 jours. Donc pour l'instant, comme il est positionné l'indice, là, on a l'impression qu'il va y aller, qu'il va casser à la hausse et puis qu'il n'y a pas de raison. Et si on regarde la théorie, oui, les taux vont baisser la semaine prochaine. Why not? Et pourquoi ça devrait s'arrêter là? Donc la hausse devrait continuer. Donc voilà, le S&P 500
est relativement intéressant à voir si on arrive à casser cette résistance la semaine prochaine grâce à la Fed. La tech, vous le voyez, la tech c'est différent, hein, donc on n'a pas cette résistance horizontale, c'est descendant. Donc on est dans une tendance descendante sur la tech, ça on ne peut pas se le cacher. On a un point là, on a un point là et on a un point weekly en clôture ici. Donc là aussi, l'important sera de casser et de sortir de cette tendance baissière sur la tech, puis ensuite d'aller chercher l'ancien top ici autour des 19 900 pour pouvoir dire je repars à la hausse, chercher les plus hauts. Ça, ce sera le challenge de la tech la semaine prochaine. D'ailleurs, le SOX est en train de faire exactement la même chose que le Nasdaq. On a l'impression que de toute façon, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est le comportement du SOX, du Nasdaq et de Nvidia dans la tech, et c'est ce qui nous permet de bouger dans les directions du marché. Donc vous avez là aussi une tendance baissière qui s'est dessinée et qui reste valable, puisqu'on a clôturé juste sous la résistance en fin de semaine. La moyenne mobile des 50 jours n'a toujours pas été cassée. Et la moyenne mobile des 200 se stabilise pour l'instant à l'horizontale. Il va falloir qu'on bouge dans une direction ou dans l'autre rapidement ici pour essayer d'inverser cette tendance baissière qui veut se dessiner. Ou alors si vraiment ça n'y arrive pas, alors là ça va commencer à se compliquer. Parce qu'au bout de s'affaiblir à chaque fois, eh bien, on va commencer à parler d'aller rechercher les plus bas ici. Mais enfin, pour l'instant, on n'est pas là. Mais au même titre que le Nasdaq, le SOX doit absolument réussir à casser le niveau où il est. Hein. On va dire que là, on doit vite retrouver les 5000 sur le Philadelphia Semiconductor Index. Mais comme vous le voyez, la semaine passée, on a fait ce mouvement-là. Donc, on a fait boum. Et cette semaine, on fait boum. Voilà. Et fondamentalement, de nouveau, ce qui est assez incroyable, c'est qu'absolument rien, mais absolument rien du tout, n'a changé au niveau du business des semi-conducteurs ou des annonces macroéconomiques. Rapidement, le DAX, lui aussi, hein, il est complètement ahurissant. Je vous le disais tout à l'heure, techniquement, ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin bref, on hésite, vraiment on hésite. On a une espèce de tendance qui se dessine là sur le DAX. On la voit ici, et puis l'accident du mois d'août, là au milieu. Mais finalement, on revient dans cette tendance haussière et le DAX continue d'avancer. Je suis scotché parce qu'on dit toujours que l'économie est le reflet des marchés boursiers, ou les marchés boursiers sont le reflet de l'économie plutôt. Et c'est vrai que quand on voit le comportement du DAX aujourd'hui et cette force relative, surtout parce qu'on baisse les taux de 0,25 jeudi dernier, on a envie de se dire, mais attends, 0,25 d'abord, c'est pas non plus 12% de baisse sur les taux. On a l'impression qu'en fait, la BCE a livré des camions de fric, de cash dans les rues de Berlin et de Munich pour essayer de dynamiser l'économie allemande. Pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé. Au contraire, l'économie est au point mort. On a des gros problèmes au niveau de l'industrie en Allemagne. On a des voitures qui sont plus mal. Et vous avez le DAX qui danse sur une jambe et qui continue de monter. C'est assez hallucinant. Le CAC 40 qui termine en hausse cette semaine, qui reste dans cette espèce d'immense range latéral. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a cette dead cross qui s'est dessinée sur le CAC 40. Mais en fin de semaine, ça rebondissait un petit peu. On avait une semaine de hausse, on ne va pas se plaindre. C'est pas toujours très très franc. Je pense que les derniers jours de hausse étaient là pour saluer le départ de Bruno Le Maire après le merdier qu'il a mis dans l'économie française et donc les finances françaises. Tout le monde était content de le voir partir et que finalement on espère que ça ira mieux demain. Après, j'ai vaguement vu dans certains médias que le ministre des Finances français pourrait être Valérie Pécresse. Alors si c'est ça, là on va directement retourner à 6800 sur le CAC 40. Et on termine donc par le graphique de l'or en premier, il y a encore deux autres derrière, mais le graphique de l'or qui casse, vous voyez, cet immense triangle haussier qui est en train de casser, qui a vraiment cassé clairement. Donc de nouveau, si on part du principe que ceci est un biseau ascendant, vous pouvez reprendre l'amplitude du biseau ici. On va essayer de faire hop là comme ça. Et puis celle-ci, vous la répliquez à la cassure. Enfin, ouvrez les portes comme ça. Et voilà. Et donc on va sur l'or. Là, on devrait aller gentiment autour des 2850. C'est l'objectif de la cassure de ce biseau ascendant. Pour autant qu'on le reconnaisse comme tel. Mais voilà, 2850 targets sur l'or ces prochains temps. Après, pour aller à 3000, ça prendra un peu plus de temps à mon sens, mais psychologiquement, de toute manière, on va y aller. Ça semble plutôt clair. Le pétrole, je vous ai dit avant tout à l'heure qu'effectivement, on a constaté un rebond. Bon, c'est
rebond dans un canal descendant. Là aussi, on a cassé notre biseau descendant. Cette fois, vous voyez ce biseau-là qu'on peut trouver en tirant un peu des droites. Et donc, on a cassé le biseau. Et là aussi, hein, si on réplique l'amplitude du biseau ici, tac, eh bien, là, on a un point target à 58, je dis $60 sur l'or, plus ou moins. Sur le pétrole, c'est là où on devrait aller au plus bas. Donc ce rebond-là, à très court terme, il est principalement dû, je lui ai dit, à la météo dans le golfe du Mexique. On sait à chaque fois qu'il y a un ouragan, il ferme les plateformes, moins de production, blablabla, moins d'offres. Avec la conjonction des Saoudiens qui ferment un peu les robinets momentanément, ça fait que ça rebondit un peu, mais c'est pas franc non plus, hein. Comme je vous le dis, pour l'instant, ça arrange quand même bien tout le monde que le pétrole soit plus faible. Ça montre un peu moins de récession et un peu plus de dynamique dans l'économie. Je vous parlais du cuivre tout à l'heure. Alors, juste pour la bonne bouche, voici le graphique du cuivre. Donc, le graphique du cuivre, pour l'instant, si on prend ça, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est un indicateur économique. Eh bien, on voit qu'on a eu cet emballement durant la première partie de l'année en se disant oui, mais comme ils vont baisser les taux, l'économie va exploser. Puis après, on s'est rendu compte que quand même l'économie ralentissait. Donc vous avez forte demande de cuivre, ralentissement de la demande. Aujourd'hui, on a un signal, une dead cross qui se dessine sur le cuivre. Donc on peut largement attendre un repli du cuivre, aller chercher plus bas, autour des 3900, peut-être même un peu plus bas ces prochains temps. Et puis ensuite, jouer le prochain mouvement à la hausse. Mais encore une fois, si vous jouez court terme, c'est ce qu'on fait. Si vous voulez jouer une version long terme, eh bien à ce moment-là, je pense qu'effectivement, il n'est pas complètement idiot d'aller se positionner sur du cuivre ou des mines de cuivre, je sais pas. Non, ça, je veux pas de ça. Alors, tac, tac. Pour essayer de jouer la tendance sur le long terme. Mais voilà, le cuivre, l'idée et la réflexion, c'est vraiment le fait de se dire l'économie va repartir, mais en plus, c'est un matériau qu'on a extrêmement besoin dans énormément de produits de consommation industrielle, type téléphone, type PC, type technologie. Et forcément, à un moment donné, si l'économie repart, ben on va en demander beaucoup. Donc voilà, le cuivre à surveiller. Et n'oubliez pas que c'est un indicateur économique. Aujourd'hui, ça indique que l'économie, elle n'est pas dans sa meilleure forme. Mais quand il se réveillera, attention, ce qui pourrait se passer, ce que ça pourrait impliquer aussi derrière. D'ailleurs, son surnom, Dr Copper, n'est pas là pour rien. Dans les vedettes de la semaine, eh bien, forcément, on va parler du bon rush. Alors, le bon rush s'est fait secouer cette semaine, j'en ai parlé tout à l'heure dans les performances. Ce qu'il faut surtout retenir au niveau du bon rush, c'est que on a beaucoup parlé de leur pilule anti-obésité. Alors, vous savez qu'il y a quelques semaines en arrière, le bon rush est reparti à la hausse parce que ils ont annoncé qu'ils développaient une pilule contre l'obésité, au même titre que ce que fait Eli Lilly ou Novo Nordisk. Cette pilule contre l'obésité, elle avait l'air de bien fonctionner, ils avaient des bons résultats, et surtout le gros avantage, c'est que c'est une pilule et pas des injections. Donc on peut comprendre que ça peut marcher bien mieux que quelque chose qu'il faut s'injecter, parce qu'on n'est pas tous très fans de se faire des piqûres. Donc du coup, c'était un gros espoir. L'espoir n'a pas disparu, mais cette semaine, il y avait un congrès pour le diabète, ou contre le diabète plutôt, et Roche a présenté ses premiers résultats, et pour l'instant, c'est pas aussi génial que ce qu'on espérait. Et puis surtout, il y a des effets secondaires. Donc sur certains patients zéro, entre guillemets, il y a pas mal de gens qui ont eu 2-3 soucis en termes d'effets secondaires. Donc il y a encore quelques ajustements à faire sur cette pilule. Roche n'a pas annoncé que c'était terminé et qu'ils arrêtaient le programme. Simplement, il peut y avoir des effets secondaires, et ça, forcément, on n'aime pas. Maintenant, la thématique des effets secondaires sur les trucs anti-obésité, il faut quand même bien comprendre que le système et le principe, c'est de ralentir finalement le fonctionnement de la digestion, ce qui fait que quand vous mangez une fois, vous mettez tellement de temps à digérer que vous n'avez pas envie de remanger les autres fois, et donc forcément, vous consommez moins de calories, vous perdez. Je schématise un petit peu, mais les quelques problèmes qu'on a pu voir, et pas uniquement sur le produit de Roche, mais aussi sur ceux de Eli Lilly ou de Novo Nordisk, c'est des ralentissements du système de digestion qui frise quasiment l'arrêt total. Donc je peux vous imaginer ce que ça représente si le système digestif arrête de fonctionner, et donc ça peut poser de gros problèmes. Donc voilà, Roche a encore des problèmes de fine-tuning, on dirait. Encore une fois, la nouvelle n'est pas extraordinaire, bien sûr, mais ils n'ont pas non plus annoncé que c'était terminé, donc on continue à espérer. Je rappelle aussi que la pilule n'était pas commercialisée, qu'ils n'avaient pas d'autorisation de la commercialiser, bien sûr, et que pour l'instant, toute la hausse qui a été due à cause de cette pilule, eh bien, était juste basée sur des espoirs. Donc rien de concret,
mais il faudra en reparler et on en reparlera certainement. Il suffit d'un autre congrès dans 3 semaines en disant « Ah, ça va mieux, on a trouvé des solutions ». Et le titre reprend 3 ou 4%. À noter au passage aussi sur Rush que Moody's a confirmé la dette, la note de rating de Rush au même niveau qu'avant. Elle considère que la société est stable, donc pas de problème au niveau de l'emprunt. Et puis, on retiendra aussi que Deutsche Bank a passé l'action sur Cell. Donc voilà, et puis de l'autre côté, vous avez une autre banque, une banque américaine cette fois, et il s'agit de Bank of America qui a relevé, elle, sa recommandation sur buy. Comme quoi, ils ont tous fait les mêmes études, mais ils n'ont pas tous forcément les mêmes résultats quand ils analysent les bilans. Donc, vous voyez le bon rush, ce qui avance, pas très intéressant, mais on va dire là où on en est maintenant. Donc, toute cette hausse ici est due à cause de désespoir au niveau du médicament. Et puis à partir de là, c'est certains doutes, prise de profit, et puis là, c'est l'annonce du congrès, et donc retour à la cave. On est pratiquement revenu, d'ailleurs, on a effacé plus ou moins le jour de l'annonce. L'annonce, c'était là, on est revenu exactement au même niveau. Donc là, on n'avait aucun espoir, ici, on n'a toujours aucun espoir, donc on a toujours l'espoir de voir que ce médicament continue quand même. Donc pour l'instant, de toute façon, c'était plutôt une surprise derrière. Rush reste dans sa tendance haussière qu'elle a mis en place ces derniers temps, et on a juste effacé l'histoire de l'obésité. Un petit peu cassé quand même, mais voilà. Surveillez tant qu'on tient encore cette moyenne mobile des 200 jours. J'ai pas l'impression que le bon rush va revenir non plus tout en bas. Donc je reste plutôt constructif sur le bon rush, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que la plupart des gens ont tendance à la détester, un peu à l'image de bien d'autres actions suisses. L'autre action suisse dont je vous montrerai même pas le graphique, c'est Nestlé, puisque Nestlé est au fond du bac, toujours, ou pas loin, mais semble consolider pour l'instant. Donc ils ont un nouveau CEO, ça a été plus ou moins bien accueilli par tout le monde. Tout le monde espère que ça ira mieux demain, mais Nestlé ne fout plus rien. Autant il y a quelques années, le titre montait comme si ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, on ne fout plus rien. On se dit oui, la consommation est à zéro. Alors c'est assez intéressant à voir parce que d'un côté, on nous dit la consommation fonctionne encore relativement bien, donc c'est ce qui soutient un petit peu l'économie aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on dit oui, mais ils n'achètent plus les trucs chez Nestlé. Donc tout d'un coup, les Américains n'achètent plus de chocolat, ils n'achètent plus ce genre de choses. Donc voilà, à suivre attentivement. On sait que Nestlé va beaucoup travailler sur sa croissance organique dorénavant. On sait que le nouveau CEO a la pression, bien sûr. Mais en même temps, il y a tellement de dégoût et de ras-le-bol sur Nestlé de la part de beaucoup d'analystes qu'il y aura peut-être des surprises ces prochains temps. Pour l'instant, Nestlé a un gros support à 85,78. Ce serait bien qu'on n'aille pas en dessous. Parce que si on va en dessous, ça voudra dire que tout simplement, on continue notre tendance baissière. Mais il n'y a pas ou peu de nouvelles. Il est vrai que Nestlé a noté quand même que depuis 2 ans, c'est casserole sur casserole sur casserole dans cette vague baissière. Il y a un moment donné, ils ont mis les choses derrière eux, ils sont en train de se remettre au goût du jour. Un jour ou l'autre, ça devrait quand même repartir dans la bonne direction, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter pour le moment. On a noté aussi pas mal d'activités sur le titre La Baloise. Il y a eu pas mal de mouvements cette semaine. Alors, il y a des rumeurs selon un journal financier britannique avec une couleur un peu rosée. Comme quoi, il y a une boîte qui s'appelle Savian Capital, qui est un fonds suédois, et qui serait en train de prendre des grosses participations dans La Baloise, avec pour intention de faire bouger les choses. Donc c'est encore une fois ces actionnaires qui sont des actionnaires activistes, qui prennent des grosses participations, qui veulent rentrer au board et après ils veulent taper sur la table pour dynamiser la société. Alors en général, je ne sais pas si c'est bon pour la société in fine, mais en tous les cas, ça met toujours un grand coup de pied dans la fourmilière et ça oblige les sociétés concernées à se sortir, à se bouger un petit peu pour essayer de dynamiser les choses. Donc ça peut être une bonne nouvelle sur le moyen terme sur Baloise. Ça offre un peu de spéculation. Durant la semaine, on a eu une petite frayeur sur Sonova. Sonova, vous savez, les appareils auditifs, tout ça. Sonova a eu un petit peu un coup de froid parce que Apple a annoncé l'arrivée des nouveaux AirPods et que ces nouveaux AirPods pourraient permettre finalement à ceux qui ont des problèmes auditifs d'améliorer leur qualité auditive. Alors le problème, c'est qu'on s'est dit, attention, si Apple vient sur ce business-là, autant vous dire que les players comme Sonova, ça va être très très compliqué. Mais attention, l'AirPod n'a pas encore été validé par la FDA et c'est pas encore considéré comme un dispositif médical. Donc on n'en est pas encore là et ça s'est bien calmé après ces bruits-là. Mais il faut savoir que du coup, Sonova se retrouve un peu par surprise pris au milieu de la vague Apple. Donc attention à surveiller, même si a priori comme ça me paraît quand même deux choses bien différentes. Je veux bien comprendre que
un AirPod puisse vous aider à mieux entendre si vous avez des problèmes, et de là à remplacer un dispositif pour les personnes qui sont malentendantes, ça me paraît quand même un tout petit peu tôt dans la procédure. Et puis Apple n'a pas non plus mentionné la volonté de prendre ce marché. Ce qu'ils veulent, c'est offrir un système qui permet d'améliorer certaines choses, mais peut-être pas forcément de ne faire que ça et d'en faire un vrai business. Mais enfin, affaire à suivre quand même, à garder ça en tête au sujet de Sonova. La semaine dernière, je vous avais parlé de Partners Group qui avait sorti des résultats qui n'étaient pas terribles, et puis c'était un petit peu dur, et le titre était vraiment posé sur des supports, et il fallait faire très attention. Et ben finalement, il y a une bonne nouvelle la semaine dernière, puisqu'ils ont annoncé un partenariat avec une petite boîte de gestion de fortune qui s'appelle BlackRock. Et donc du coup, ça a été une très bonne nouvelle. Alors on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants du partenariat, mais ça devrait être plutôt positif pour Partners Group de toute manière. Le titre reprenait 10% sur la semaine. Vous voyez, le titre reprenait 10% sur la semaine, et c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir à long terme de Partners Group, qui montrait un peu des signes de faiblesse ces derniers temps. Vous voyez le graphique à l'instant, ça se passe de commentaires. On s'est reposé la semaine dernière après les résultats sur les 1080, et puis avec l'arrivée de BlackRock, eh bien, on est reparti. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir d'un point de vue purement technique sur Partners Group, c'est de voir si on est capable de remonter jusque là et puis d'aller chercher ces niveaux-là. À suivre attentivement, aller chercher les 1350. Ça va être le prochain challenge sur Partners Group. Mais en tout cas, l'association avec ce petit gestionnaire de fortune américain est une bonne nouvelle pour eux. Voilà ce que l'on pouvait dire. J'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup trop. Non seulement j'ai plus de voix, mais je parle beaucoup trop. Je suis désolé de vous avoir pris autant de temps aujourd'hui. Voilà, néanmoins, ce qu'il y avait à dire sur cette semaine, pas mal de choses quand même. Évidemment, vous le savez, la semaine prochaine sera très importante pour les raisons qu'on a déjà citées. La Fed, et puis aussi un petit peu la Banque centrale anglaise. On va continuer à suivre tout ça. Les indices ont pas mal de choses à prouver cette semaine qui vient. Il va falloir casser ces résistances aux États-Unis pour pouvoir confirmer qu'on y croit vraiment et qu'on peut aller beaucoup plus haut. Et puis, on va continuer à suivre les chiffres macro ces prochains temps pour voir si on a quelques indices qui nous laisseraient supposer que l'emploi se réveille, ou alors, dans l'autre sens, que finalement l'inflation se réveille ou pas. Bref, on a encore pas mal de macro à discuter ces prochains temps. Et puis, on va se concentrer déjà sur la Fed. Je pense qu'on aura largement de quoi discuter de tout ça la semaine prochaine, tous ensemble. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, qui a l'air pratiquement hivernal, là. Et puis, ensuite, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, vous n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas encore fait à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et puis, de revenir me voir lundi matin, parce que sinon, je serai tout seul et je serai très triste. Allez, très bon week-end à tous, et n'oubliez pas d'allumer la cheminée. Allez, bye bye.